Alors, je suis Franck Yapi, je fais partie de Nature Consulting. Donc, j'ai un cabinet spécialisé en actuariat qui fait aussi de la gestion des risques, de la finance et puis aussi de la data. Donc, grâce à ces 200 collaborateurs aujourd'hui, Nature Consulting accompagne des acteurs majeurs du secteur de l'industrie financière dans leurs problématiques outils, leurs problématiques liées au risque et puis l'éthique que je viens de citer tout à l'heure. Alors, donc, nous avons l'opportunité aujourd'hui de vous présenter comment le secteur financier s'est approprié de l'IA et la digitalisation. Alors, je serai accompagné de spécialistes à qui je vais demander de se présenter, hein, peut-être en démarrant par Cécile. Merci à toi pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci à Finance Innovation. Je suis super heureuse aussi de discuter avec vous deux experts. Je suis Cécile Poulet, je dirige Innovatic. Innovatic, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une RegTech qui facilite et sécurise l'accès au crédit. C'est-à-dire que nos clients sont la plupart des grandes banques bancaires, des grands organismes bancaires français, et puis maintenant allemands et suisses. Et donc, on a un système propriétaire breveté qui permet d'alimenter en temps réel les outils de scoring en données comptables et puis bientôt extra-comptables. Ceux qui sont là, et je vais essayer de témoigner aussi au nom de sociétés qui utilisent l'IA. On l'intègre de plus en plus et on est partenaire, en tout cas partenaire avec des sociétés dont c'est vraiment l'ADN aussi. Bonjour à tous, je suis Othman, manager risque et finance au sein du cabinet Nature Consulting. J'accompagne les clients dans leur projet de transformation. Mon expertise s'est développée au travers différentes missions dans le contrôle interne de conformité, dans le domaine du risque et dans les projets, dans la gestion de projets. Nous allons tenter de répondre à cette question au travers de trois différentes parties. Donc la première partie, ce sera d'abord de dresser le décor à travers un état des lieux, qui va nous permettre de donner un peu un état des lieux sur les dernières évolutions de l'IA. Et ensuite, on va pouvoir présenter aussi dans une seconde partie quelques retours d'expérience, parler notamment des travaux qu'on mène en ce moment chez l'ECL. Et puis, en dernière partie, on va évoquer les défis et puis aussi les différents obstacles en fait, qui sont liés à l'utilisation de ces technologies. La digitalisation des contrôles, des métiers de contrôle et de conformité a connu ces dernières années une forte accélération pour répondre à des questions liées à tout ce qui est réglementaire et pour répondre à des besoins d'efficacité opérationnelle, de surveillance et donc tout cela pour essayer de mettre en place un certain nombre de choses. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la digitalisation, elle a transformé profondément ces métiers, les rendant plus proactifs et donc du coup plus efficaces, tout en se positionnant de manière à répondre à des défis qui sont liés soit à des défis en matière de compétences ou des métiers ou des défis en matière de sécurité de la data. Parmi les évolutions les plus marquantes, on peut citer du coup l'automatisation des tâches répétitives. Donc grâce à l'IA, la RPA ainsi que les outils analytiques, on voit bien que ces tâches-là, maintenant, on peut les réaliser de manière automatisée. Donc il y a plusieurs processus tels que la collecte de données, le suivi des transactions ou le contrôle documentaire qui sont réalisés de manière automatisée, qui permettent aux équipes de libérer un peu de temps pour réaliser les tâches de manière plus détaillée dans la manière de faire des analyses complémentaires. Et grâce à l'IA aussi, les audits, par exemple, sont effectués et donc du coup permettent d'être réalisés de manière à ce que ça soit continu. Donc du coup, on a des alertes instantanées et ces alertes instantanées sont liées à des écarts. Et donc du coup, à partir de là, on peut réaliser nos audits de manière plus efficace. Dans le volet gestion des risques, donc des systèmes de surveillance en temps réel qui permettent de détecter les risques, d'atténuer les risques et donc du coup permettre d'avoir des tableaux de bord visuels
qui permettent de prendre beaucoup plus de recul sur les informations et analyser de manière plus détaillée. On peut aussi citer les plateformes GRC, donc les gouvernance risque conformité. Et ces plateformes, en fait, elles permettent de centraliser la gestion des risques, les contrôles internes et les obligations réglementaires. Et donc, du coup, toutes ces technologies permettent d'extraire des informations, de les réaliser au travers d'un certain nombre de bases. À travers ces bases-là, donc, du coup, on peut les traduire au travers de tableaux de bord visuels qui permettent de faciliter la prise de décision. Donc, en résumé, l'IA et la digitalisation, donc les institutions financières se sont appropriées ces outils digitaux. Ils ont mis en place du coup une stratégie progressive qui combine à la fois les investissements sur la base de ces outils et des partenariats avec des fintech et des regtech, mais aussi donc, du coup ils essayent de moderniser tout le système de leurs infrastructures. On peut donc ajouter que à travers cela, il y a une très grande évolution qui est interprétée au sein de ces institutions financières. Pour compléter ce que tu as présenté, deux points d'évidence en fait, c'est que effectivement l'IA se nourrit de la digitalisation. Il n'y a pas d'IA sans digitalisation, qu'on soit à d'autres niveaux prestataire type ou corporate. J'imagine que les entreprises régulées, les sociétés régulées sont beaucoup plus digitalisées c'est en tout cas un postulat que les entreprises qui ne le sont pas et celles qui utilisent l'IA soit par des partenariats avec des fintech ou des regtech ou bien par elles seules en fait sont encore plus digitalisées que les autres. Voilà, c'était simplement ça que je voulais partager. En fait, nous, ne serait-ce que dans notre activité innovatique, lorsqu'on intègre de plus en plus l'IA, et ça passe de toute manière par une consommation à outrance en fait de data, et donc open data ou pas, et digital. Cécile. Alors, je vais vous m'adresser à toi, Brian, pour savoir si, en fait, aujourd'hui, tu as une idée du degré de digitalisation des clients en général dans le secteur financier, notamment au travers des études qui sont menées chez Nexia. En fait, je dirais que là, chez Nexia Consulting, dernièrement, on a lancé une enquête. Cette enquête, c'est un questionnaire en ligne à destination d'experts et de la fonction de conformité, contrôle et finance de banque assurance, avec pour but de faire un état des lieux du degré de maturité de ces dispositifs-là et comment on intègre la digitalisation dans ces dispositifs. Donc l'objectif, c'était de mettre en évidence les dynamismes et les freins rencontrés par ces organisations et aussi se poser la question de comment ils intègrent ces nouveaux outils, ces outils digitaux dans leurs dispositifs et quel est l'impact de tout cela. Donc du coup, cette enquête aujourd'hui, elle a été faite et donc, du coup, elle a été élaborée avec 3 volets principaux. Donc le premier volet, c'était plutôt des questions qui sont liées à la gouvernance et à l'organisation. Le deuxième volet, un peu plus sur les avantages et les défis. Et puis le troisième volet, pour avoir une idée des tendances actuelles en matière des outils. Et ce qu'il en ressort en termes de résultats, aujourd'hui, cette étude est toujours en in progress. Donc, du coup, on est en attente d'un certain nombre de réponses. Je pense qu'on a plus de 15 banques et assurances qui ont répondu à ce questionnaire, donc à peu près plus de 25 réponses. Et à ce stade-là, on peut dire que le degré de maturité et d'intégration de la digitalisation dans ces dispositifs-là est globalement avancé. 3 constats. Dans le domaine de l'automatisation des processus et dans l'expérience digitale client, ils sont très développés, tandis que les sujets tels que la cybersécurité ou tout ce qui est adoption du cloud et intégration de la big data de manière complète se présentent comme étant toujours en marge de progression. Et un troisième constat, c'est que les institutions financières aujourd'hui ont conscience du fait qu'ils doivent investir dans tout ce qui est innovation et intégration des systèmes pour faire face à des défis liés à la concurrence, bien évidemment, et aussi à des défis de réglementation et de sécurité compte tenu des évolutions réglementaires qu'on peut connaître aujourd'hui.
Après, je pense que quand on parle enquête, c'est très bien de parler de chiffres, mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur des pourcentages. Mais en tout cas, de ce que j'ai retenu d'un point de vue global, c'est que presque de 92% des répondants ont intégré des outils digitaux dans leurs fonctions. Et donc, du coup, ils sont globalement avancés d'un point de vue maturité, que ce soit en banque ou en assurance. Et est-ce qu'aujourd'hui, le critère de taille des entreprises peut être pris en compte dans ce degré de digitalisation? Est-ce qu'il peut avoir un impact? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui des institutions financières de petite taille fonctionnent toujours avec des outils, on va dire, comme Excel par exemple, pour la cartographie des risques ou, Effectivement, on peut parler de taille. Après, ce qui se passe, c'est que même les grandes banques utilisent toujours du Excel aujourd'hui au quotidien pour essayer d'effectuer des cartographies des risques, que ce soit pour la première ligne de défense ou la deuxième ligne de défense, ou bien pour des fiches de contrôle. Donc du coup, aujourd'hui, même les grandes banques et les grandes assurances sont toujours en phase de développement pour intégrer tous ces éléments-là dans des outils centralisés ou intégrés dans des logiciels avec des algorithmes bien précis pour fonctionner d'un point de vue évaluation des risques et autres. Donc effectivement, il y a cet élément de taille par rapport à l'organisation, de la situation géographique aussi qui peut jouer. Donc tout cela, faut le prendre en compte avant de prendre cette étape-là d'intégration d'outils digitaux dans les systèmes. Oui, très bien. Pour terminer sur cette première partie, est-ce que vous pouvez nous partager un retour d'expérience chez un client ou enfin, un exemple Pour ma part, un cas d'usage, donc du coup, je prendrai l'exemple du projet de veille réglementaire. Donc du coup, les banques et assurances aujourd'hui, ils proposent d'avoir du coup ils veulent intégrer les évolutions réglementaires dans leurs procédures en interne et dans les fiches de contrôle et les contrôles. Comme vous le savez, la réglementation, elle ne cesse de croître sur un certain nombre de domaines, impactant plusieurs sujets. Et donc, du coup, l'humain doit être en phase avec tout cela et doit se conformer à tout cela et le comprendre. Il y a des directives locales, européennes et internationales. Ce qui fait que aujourd'hui, grâce à l'IA générative, cela permet d'automatiser les flux constants d'informations et essayer de mettre en place des gap analysis aussi entre les évolutions réglementaires d'une norme à une autre, ce qui permet de remonter un peu les gaps qu'on pourrait avoir et donner plus de temps du coup aux équipes et aux responsables d'expliquer ces variations d'évolution réglementaire et de les intégrer, de les implémenter dans les outils sur les différents sujets liés à la cartographie, au contrôle, aux recommandations et en fonction de la spécialité de chacun. Et aussi, les tâches répétitives, aussi, on peut les automatiser, ce qui permet de libérer le temps. Donc, du coup, il y a des cas d'usage, mais il faut prendre en considération le fait que il y a l'enjeu, un enjeu important dans tout ce qui est sécurité de la data et aussi d'un point de vue audit, parce qu'il est important d'auditer tout ce qui est en rapport avec les algorithmes pour que tout fonctionne bien. Très bien. Pas Cécile. On va sur la deuxième partie. Je vais plutôt m'adresser à toi, Cécile. Aujourd'hui, quelles sont les tendances actuelles en matière d'outils, de nouvelles technologies, notamment ce que vous implantez chez vos clients, plutôt sur la partie risque, sur la partie métier bancaire? Alors, on va effectivement partir déjà du cas d'Innovatic. Ce que nous développons depuis, on avait en fait, nous, ça fait un petit bout de temps qu'on existe, une vingtaine d'années, donc une vieille fintech, avec un cas d'usage qui était le même dès le début, en fait, qui était le suivant. Je suis un chargé d'affaires, j'ai pas envie de passer du temps et à faire des erreurs, à exploiter en fait les liasses fiscales ou les relevés de banque ou bien les comptes annuels de mes clients ou de mes prospects. J'ai besoin d'un petit outil RPA qui puisse faire ça à ma place, sur lequel des valeurs contrôlées en fait et brutes, mais contrôlées, sur lesquelles je peux travailler et faire mes scorings. Donc c'était ça il y a 20 ans, c'est encore ça aujourd'hui, sauf qu'on le fait de plus en plus vite, en temps réel. On le fait sur du SaaS, on fonctionne sur Azure. On propose aussi des services additionnels. Et puis on élargit effectivement au relevé, au compte européen.
donc pour couvrir en fait l'ensemble du spectre d'analyse financière, depuis les comptes consolidés jusqu'au relevé de compte lorsque l'open banking n'est pas accepté par le client. Et du coup, pour revenir effectivement, pour apporter une première réponse, un premier regard, c'est le fait d'intégrer en fait l'IA pour nous-mêmes aussi, déjà en interne, aller de plus en plus vite, de façon plus précise et la plus sécurisée possible. C'est-à-dire qu'on a un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on utilise, on a un outil propriétaire de machine learning et puis une équipe humaine qui, elle, est là pour contrôler et pour parfois vérifier qu'il ne s'agisse pas de fraude. Ce qui est quand même de temps en temps le cas, et la fois où c'est le cas, c'est toujours la fois de trop en fait. Et donc pour faciliter en fait ce travail humain, ne serait-ce que nous en interne en fait, eh bien on se base sur du pas de ChatGPT mais d'autres outils en fait qu'on met à notre main pour aller chercher les bons postes comptables, les bonnes terminologies, surtout sur des rapports européens. Et puis, pour nos clients, effectivement, c'est aussi toujours cette dualité, en fait, de pouvoir délivrer vite, mais de façon sécurisée, quoi, fast et sérieuse, quoi. Enfin, de plus en plus vite, mais toujours des données toujours contrôlées. Et ça, il n'y a finalement que l'IA qui peut aider à ça à grande échelle. Et puis, une autre chose, peut-être pour alimenter. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais précédemment, c'est on regarde un peu ce qui se passe avec un œil plutôt neuf en Allemagne. Du coup, salon, rencontres, veille concurrentielle, rencontres avec des partenaires potentiels. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment en Allemagne, la notion de RegTech n'existe pas en tant que telle, mais beaucoup de l'écosystème en fait se focalise sur la stabilité systémique et la cybersécurité beaucoup plus que sur la contrainte réglementaire et la centralisation comme ça peut être en France. Donc une offre et une demande, toutes les actions en fait de digitalisation sont tournées vers la cybersécurité et la maîtrise du risque à tout prix. Okay, très bien. Merci beaucoup. Donc au-delà de toutes ces opportunités-là que vous venez d'évoquer, hein, je pense qu'on a noté aussi qu'il y a pas mal de défis qui attendent justement dans cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle et puis de la digitalisation. Il faut aussi noter qu'on peut faire face à des obstacles, hein, donc notamment à l'émergence de nouveaux risques. Donc des nouveaux risques qui sont liés à l'utilisation de cette intelligence artificielle-là. Et ça emmène aussi les différents régulateurs à publier de nouvelles réglementations, voilà, qui vont impacter à la fois les institutions financières, mais également les différents partenaires, donc tous les cabinets, hein, toutes les techs qui seront autour pour les aider dans cette implémentation-là. Donc je vais peut-être donner la parole à Othman pour nous donner un peu son avis sur le sujet. Du coup, la digitalisation, elle apporte bien évidemment plusieurs avantages, mais elle est accompagnée de plusieurs défis auxquels les organisations doivent faire face. Premier défi qui me vient en tête, je pense que c'est par rapport à tout ce qui est intégration des systèmes et complexité technologique. Aujourd'hui, on voit bien que les entreprises ont plusieurs systèmes et l'intégration d'un nouveau système peut être très complexe. Donc, du coup, il faut bien étudier en amont avant d'intégrer ces systèmes-là dans l'architecture et voir si on peut fiabiliser la donnée et voir si ça peut interagir et être harmonieux d'un point de vue fonctionnement. Donc, je dirais que ça, c'est un défi d'adoption. Deuxième défi, en fait, on peut parler de tout ce qui est en rapport avec les évolutions technologiques. C'est-à-dire que là, un outil qui fonctionne bien aujourd'hui ne veut pas forcément dire qu'il va fonctionner dans le futur. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, les entreprises, elles doivent investir dans la R&D et l'innovation pour essayer d'être en phase avec tout ce qui est évolution, pour tout ce qui est impact d'un point de vue risque, et ne pas que ça ne se traduise pas par l'utilisation d'un outil qui soit obsolète très rapidement. Après, il y a aussi un défi lié à la formation et au changement culturel. Donc,
toute transition, donc une transition liée à l'intégration d'un nouvel outil, peut entraîner des difficultés d'acceptation de la part des équipes. Donc du coup, ce qui se passe, donc du coup, il faut abandonner les méthodes traditionnelles pour essayer d'utiliser un nouvel outil. Et donc, du coup, les employés doivent être en phase et il doit y avoir une mise à jour régulière d'un point de vue formation pour qu'ils puissent maîtriser ces outils numériques. Ce que je peux rajouter en termes de défis, donc je pense qu'il y a un défi aussi d'un point de vue cybersécurité, comme vient de le dire Cécile. Les entreprises ont bien conscience aujourd'hui de la maîtrise de ce risque-là. Donc les clients, je pense qu'ils privilégient les entreprises qui proposent et qui garantissent une offre complète pratiquant un peu plus de protection de données. Et du coup, ça leur permet, c'est un gage de confiance et ils peuvent être leaders dans leur domaine si ils intègrent tout cela dans leur dispositif global. Après, il y a des opportunités qui sont liées à cela, donc je pense que je peux laisser la parole à Cécile qui peut-être tire un peu plus sur la partie cybersécurité. Je vais finir quand même sur le défi, parce que c'en est un de taille pour l'éthique lorsqu'on est effectivement prestataire. C'est un peu le ruissellement, c'est-à-dire que les établissements régulés du coup sont obligés en fait les prestataires à effectivement produire des rapports automatisés, etc. Donc effectivement on suit aussi cette dynamique-là à marche forcée. Par exemple Dora, sur le livre blanc que tu as fait paraître avec la comparaison entre Dora et NIS 2, c'est l'un plus l'autre en fait. L'un sur la cybersécurité, je crois un peu plus, et puis Dora sur la résilience opérationnelle informatique. Ça traite à peu près des mêmes sujets, mais pas sur les mêmes pas avec les mêmes rapports automatisés, etc. Donc nous, par exemple, en tant que prestataire, on a dû mettre en place une plateforme, du coup, nourrie par des RPA pour répondre, en fait, et pour pouvoir exposer cela aux services, au département conformité de nos clients bancaires qui eux-mêmes mettent en place des plateformes pour échanger avec le régulateur, quoi. Donc ça, c'est un défi, à la fois défi et opportunité. Donc ça nourrit, ça alimente et dynamise tout un écosystème autour de la compliance, mais c'est un sacré travail bien annexe à notre travail de base. Sur les opportunités, elles sont multiples, même ne serait-ce que pour les collaborateurs des sociétés. Le fait que c'est une conduite bien spécifique du changement, liée autour des... J'ai assisté dernièrement à une conférence où on parlait d'addictive learning gaming, donc le fait de pouvoir faire des stages, des jeux en immersion pour être un peu plus sensibilisé et savoir résoudre en fait des problématiques de cybersécurité ou de sécurité informatique. Deuxième opportunité, c'est qu'en externalisant, en tout cas au début, et le début il peut durer un peu longtemps chez un organisme bancaire, d'externaliser et de faire des partenariats avec des fintechs qui elles sont à la pointe sur un segment, sur une niche en fait, et bien ça permet à l'établissement bancaire d'assez rapidement en fait mettre en place un ensemble de briques technologiques robustes et sécures pour pouvoir répondre à la réglementation, et puis ça permet aussi aux métiers notamment d'octroi de crédit, etc., de s'améliorer aussi. Ces outils-là profitent aussi aux métiers de base de la banque. En tout cas, merci pour vos différentes interventions. Je vais peut-être proposer aussi à Othman de conclure sur un dernier mot sur... Un dernier mot, je pense qu'il faut, si on résume, il faut que les entreprises investissent un peu plus dans la formation du personnel, investissent pour essayer de voir quels sont les outils qui sont appropriés à leur système, et puis essayer d'adopter une veille réglementaire assez continue pour essayer d'être en phase avec les différentes évolutions, et bien évidemment essayer de tout le temps, essayer de voir tout ce qui est processus, essayer de le revoir pour être en phase avec la maîtrise des risques. Et
les outils d'aujourd'hui, je pense qu'ils aident beaucoup au quotidien les responsables de contrôle et de conformité. Et il faut juste savoir bien les utiliser et bien auditer les bases de données de manière à ce que la data soit correcte et ne soit pas biaisée en données d'entrée. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Il faut aussi des réglementations justement en vigueur pour... Exactement. Okay. Très bien. En tout cas, on vous remercie de votre participation. On est arrivé au bout de notre atelier. Merci beaucoup.